disons, la manière forte que le Pentagone veut, disons, veut y aller sur les djihadistes. Donc, on va parler de ça aussi. Et si je suis capable, ben, on va parler du Doc Mayou. Ouais, ce fameux Doc Mayou que j'aime bien. J'aime bien, de temps en temps, pour son franc-parler. Parce que c'est toujours intéressant. Je sais que peut-être qu'il est... Je sais pas, je connais pas son opinion au niveau de la question nationale. Mais il reste une chose... il n'a pas trop touché à ça, je pense, dans sa carrière radiophonique. Mais il ne se gêne surtout pas pour aborder des sujets qui font, disons, l'actualité. Et surtout quand il y a... quand on met les religions là-dedans. Je vous raconterai quand je parlais du docteur Mayou, je vous parlais du docteur Mayou tantôt. Une fois, je l'ai, disons, à sa tribune téléphonique, il y a peut-être une quinzaine d'années. Je l'ai pris au piège un peu. Je vous expliquerai ça tantôt. Je l'ai pris de court. Je savais plus quoi répondre. C'est rare que quelqu'un est capable de piéger le Doc Mayou. J'ai réussi une fois à le faire. Disons que c'est coquin un peu. Maintenant, Festival Juste pour rire, maintenant, je voulais vous en parler, qui est évidemment, on le sait, qui est mis en vente. Et Québécois Média vient de saisir les tribunaux pour faire respecter, disons une entente concernant la vente éventuelle de Juste pour rire par Gilbert Rozon. Tout ça dans la foulée du mouvement, moi aussi. Je peux vous dire une chose, Québécois Média n'a pas dit son dernier mot. Et juste le fait parce qu'il y a une clause, en fait, dans le contrat qui a lié pendant des années Québécois Média et le Festival Juste pour rire. Et à ce stade-ci, ce que l'on peut lire sur le document de cours obtenu par le Journal de Montréal, on nous dit qu'il est nécessaire d'intervenir avant qu'une transaction de plusieurs dizaines de millions de dollars et que cette transaction serait nulle et illégale. Et on sait, Québécois Média, qui est entre autres propriétaire du Journal de Montréal, cherche ainsi à faire respecter son droit de première offre concernant la mise en vente de l'entreprise. Le fait est que, écoutez, mesdames et messieurs, que QMI a versé de 45 millions de dollars depuis 2012 à Juste pour rire. Tout ça en vertu de plusieurs partenariats et commandites. Et il était stipulé dans le contrat qu'en cas de vente de l'entreprise Juste pour rire devrait faire sa première offre à QMI. Et il y aurait une période de négociation exclusive qui était aussi prévue. Et si les parties ne s'entendaient pas sur la vente de Juste pour rire, cette dernière peut alors être vendue à un tiers à des conditions qui ne sont pas plus favorables, c'est ce que dit l'injonction, et que les conditions offertes à QMI, c'est tout ça a indiqué l'injonction. Et si Juste pour rire n'était pas à vendre, ben là, tout a changé depuis octobre dernier, lorsque Gilbert Rozon, on le sait, a fait l'objet d'allégations d'inconduite sexuelle. Bon, on sait, plusieurs femmes l'ont dénoncé sur la place publique. Et c'est ce qui a poussé Gilbert Rozon à se retirer des activités de l'entreprise qu'il a fondée et à vouloir vendre la compagnie.
On sait que le 10 décembre dernier, Juste pour rire a fait une offre de vente à QMI. C'est ce qu'indique le document de cours. Les délais de l'offre, dont le prix ont toutefois été caviardés dans la demande d'injonction. Mais il semble qu'il y ait depuis une mésentente quant aux modalités de l'entente entre les deux groupes, si bien que QMI craint que Juste pour rire ne la respecte pas. Et Québécois Média n'a d'autre choix que de s'adresser à la Cour supérieure du Québec, puisque si une vente a lieu sans que l'entente soit respectée, tout ça pourrait causer des problèmes non seulement à QMI et à Juste pour rire, mais aussi à l'éventuel acheteur. À moins que les parties ne parviennent à un règlement à l'amiable, un juge devrait prochainement être saisi de l'affaire et rendre une décision. Mais il reste une chose, c'est que tout ça va se décider là, devant les tribunaux. Mesdames et messieurs, si parmi vous, il y en a parfois qui font des lectures, lisent des articles, documents, livres, peu importe, et vous semblez que ça peut intéresser nos auditeurs, je vous invite à me faire parvenir ça parce que parfois, il peut y avoir des lectures qui suscitent la discussion, suscitent la réflexion et par le fait même peut influencer, disons, le cours de notre société, le cours de notre existence. Et il y a parfois des réflexions qui peuvent nous aider et, sait-on jamais, dans certains cas, avoir une, disons, une influence sur des idées que d'autres ont et parfois aboutir à un complément d'idées et par le fait même, ça peut faire des sortes de brainstorming et sait-on jamais, avoir parfois des idées de génie. C'est un peu comme quelqu'un qui fait une recette et puis qui manque un ingrédient. Puis il dit, on va essayer d'autres choses. Puis, puis tout d'un coup, ça fait tout un plat, puis on n'y aurait jamais pensé. Donc, s'il y en a qui ont des suggestions de livres, peu importe, envoyez-moi ça à studio@radioinfocité.com. Ça me fera plaisir disons, non pas publier, mais suggérer aux auditeurs vos lectures. Évidemment, si ça cadre un peu dans disons, dans les buts et les thèmes de radioinfocité.com. Je vous dis ça parce que j'ai justement une suggestion à vous faire. Et c'est pour lire un livre numérique publié par Robert Barbery-Gervais. Tout ça, c'est publié sur Blogueur intitulé « Giblotte en compagnie de Montaigne et de Robert Barbery-Gervais ». Et je vous dirai je vais vous donner tantôt le lien où vous devez cliquer pour vous procurer ce bouquin. C'est gratuit. Et tout ça, ce sont des aventures relativement récentes de Françoise et Robert. Tout ça au collège Sorel-Tracy. Bon, il y a le syndicat des enseignants qui a subi 2 poursuites en diffamation pour le neutraliser et le faire taire en vain. C'est un essai autobiographique qui détruit certains mythes sur les femmes au pouvoir, qui gouvernerait avec empathie.
Ben, évidemment, ça n'a pas encore été publié en livre, papier. Peut-être, c'est une hypothèse, parce que les comités de lecture des éditeurs sont formés de féministes qui sont contrariés par la critique virulente qui est faite des femmes qui abusent de leur pouvoir, étant donné que la mode actuelle est initiée par Bill Cosby, Donald Trump, Weinstein, et dans la dénonciation des abus de pouvoir commis par les mâles dont la sexualité déraille, mesdames et messieurs. Donc, Robert Barbery-Gervais, procurez-vous ce livre numérique et vous cliquez sur barbery-robert.blogspot.com. B-A-R-B-E-R-I-S Robert.blogspot B-L-O-G-S-P-O-T.com. Je répète, barbery-robert.blogspot.com. Donc, un livre numérique publié sur Blogger. Je répète, Giblotte en compagnie de Montaigne. S'il y en a qui veulent vous procurer, c'est gratuit. L'ALENA maintenant. L'ALENA. Écoutez, le fédéral anticipe un coup de force de Trump. Tout ça d'ici la fin de janvier. Et tout ça à l'approche, je vous le dis, de la 6e ronde de renégociation de l'ALENA. Le Canada se prépare à ce que les États-Unis tentent de mettre de la pression en réitérant dans les prochaines semaines. Et ils sont sérieux, là, leur menace de retrait de l'entente. Et il y a l'agence Reuters qui en a publié dès cet après-midi. Il y a une source qui a indiqué aujourd'hui que le fédéral s'attendait à recevoir un avis de retrait de la part des États-Unis. Ce qui ne signifie pas nécessairement un retrait formel. Il reste une chose, c'est que à Ottawa, on demeure convaincu que les négociations iraient de l'avant, malgré la réception d'un tel avis, que les gains sont même possibles pour le Canada. C'est des propos qui sont ici venus nuancer le reportage de Reuters selon lequel le gouvernement canadien est persuadé que le président américain Donald Trump va se retirer de l'accord de libre-échange nord-américain. Bon, l'agence Reuters dit avoir parlé à 2 sources gouvernementales qui s'attendent à ce que tout ça coïncide avec la prochaine ronde de renégociation de l'ALENA. Il faut le rappeler, aura lieu du 23 au 28 janvier ici à Montréal. Bon, est-ce que tout ça va faire augmenter la valeur du dollar américain? Eh bien, ça a l'air que oui, parce qu'à 14 heures, il s'échangeait à 1,2486 $ canadiens. Et à 17h30, il avait grimpé à 1,2541 en seulement quelques heures. Il faut rappeler, mesdames et messieurs, que le président Trump a plusieurs fois menacé de déchirer l'entente de libre-échange depuis qu'il est arrivé en politique. Puis à l'approche de la 6e ronde de discussion, il y a des différends majeurs qui continuent, qui subsistent et le Canada et le Mexique accusent tous les deux les Américains d'être trop exigeants. Et le ministre des Affaires étrangères, la ministre, c'est-à-dire Chrystia Freeland, a rencontré le secrétaire au commerce américain Wilbur Ross à Washington, et cette rencontre survient quelques jours après le voyage du ministre de l'Agriculture et du ministre de la Sécurité publique. Ce qui fait que est-ce que ces voyages ont fait en sorte que c'était exclusivement pour, en fait, dans le but de renégocier cette entente? Mais sachez une chose, mesdames et messieurs, que, c'est mon humble opinion, Donald Trump
quand il y a une idée en arrière de la tête, j'ai comme l'impression qu'il va aller jusqu'au bout. Colis suspect, mesdames et messieurs, à Ottawa aujourd'hui, dans un bureau de député, et non le moindre, le plus vieux député à Ottawa, Louis Plamondon, député du Bloc québécois. Il y a une boîte qui était, disons, louche, qui était adressée à M. Plamondon, qui a été reçue vers 15 heures à son bureau sur la colline parlementaire, ce qui a nécessité un appel à la GRC. Et c'est l'adjointe du député Plamondon qui a remarqué que quelque chose clochait avec un gros colis apporté par Poste Canada. Et elle l'a immédiatement retourné aux employés postaux de son édifice. Et en le scannant, ils ont vu un petit détonateur, des fils et une montre ou un petit ordinateur. Évidemment, tout ça a demandé l'évacuation immédiate de l'édifice qui est situé tout près du Parlement à Ottawa. Bon, est-ce que ce colis suspect est, disons, adressé au Bloc québécois? C'est à suivre. Mais sachez une chose, c'est que faut pas négliger absolument rien. Et ça ne sera pas la première fois que le mouvement souverainiste ou un des membres du mouvement souverainiste serait menacé. Bon, mesdames et messieurs, vendredi cette semaine, 20h30. N'oubliez pas, première de l'émission Tout le monde me parle en compagnie de Martin-Joseph Lamontagne, tout de suite après les demandes spéciales, qui sera animée par Jean-Marc Drolet, vendredi de 19h à 20h30. Ben, tout de suite après, Martin-Joseph Lamontagne prend la barre. Là. C'est fait, là. Ça part cette semaine. Tout le monde me parle en compagnie de Martin-Joseph Lamontagne. Nouvelle émission ici sur radioinfocité.com. Puis il y en a un autre qui s'en vient. Là, qui s'en vient. Je vais vous faire une petite annonce, je pense, demain soir. Demain soir, je devrais être en mesure de vous confirmer le tout. On va faire, mesdames et messieurs, une courte pause publicitaire et on va vous revenir tout de suite après. J'ai d'autres sujets. Il y a les hausses de taxes à Montréal. Saint-Jérôme, ville pas de marijuana dans la ville de Saint-Jérôme, mesdames et messieurs. On va reparler de tout ça. Évidemment, on va parler du Doc Mayou. Je pense que Martin-Joseph m'a trouvé l'audio que je cherche et j'aimerais bien vous la faire entendre si ça peut fonctionner. J'ai essayé de mon côté, puis ça n'a pas très bien fonctionné avant l'émission. Ça ne fonctionnait pas de mon côté. J'ai demandé à Martin et je pense que ça... Il y a quelque chose. On dirait que ça va marcher. Et puis attendez, là, le Pentagone. Ouais, le Pentagone avec les djihadistes. Là, vous allez voir que ils vont pas avec le dos de la cuillère, eux, puis c'est vrai. Donc, qu'est-ce qu'il me dit, ce cher Martin? À ne pas manquer ce vendredi, 8h30, tout le monde me parle. Nouvelle émission. Ouais, la nouvelle émission de Martin-Joseph Lamontagne avec Marie-Hélène Boucher, Jonathan Proulx, Charles Gervais, ainsi qu'une prestation en direct de Pat Cardinal. Prestation en direct, mesdames et messieurs, de Pat Cardinal. La semaine dernière, on a eu Moline Parois. Je n'ai pas entendu encore Moline Parois. J'ai hâte d'entendre Moline Parois. Enfin, je ne peux pas vous parler, je n'ai pas entendu. Mais ne manquez pas ça, vendredi, 8h30. Tout ça sur radioinfocité.com en compagnie de notre cher Martin-Joseph Lamontagne qui va être à la barre, là, qui va être le maître d'œuvre de cette émission. Et c'est pour ça que j'ai hâte d'entendre ça. Et donc, vendredi, 20h30. On fait une pause et on vous revient tout de suite après. Que vous visitiez la belle région du Lac-Saint-Jean pour le plaisir ou les affaires, le motel Roberval, situé près des rives du majestueux Lac-Saint-Jean, vous attend avec ses 54 chambres. Ils sont situés près de la véloroute des Bleuets, à 35 minutes du zoo sauvage Saint-Félicien et à 10 minutes du village historique de Val-Jalbert.
vous offrant le confort et l'hospitalité de la région à son meilleur, le motel Roberval est tout simplement la clé de l'hospitalité génoise. Sur place, vous trouverez des chambres équipées d'un réfrigérateur et d'une salle de bain complète, d'une entrée indépendante et du service Internet gratuit, ainsi qu'une piscine extérieure. Le motel possède également un grand stationnement et un endroit sécuritaire pour vos vélos. Visitez leur site motel-roberval.com ou appelez-les sans frais 1-877-990-9903. Je répète, 1-877-990-9903 pour plus de détails ou pour faire une réservation. Bienvenue à tous au Motel Roberval. A bien hâte de vous servir. Bonjour, je m'appelle France. Je voudrais vous parler de la protection de la forêt boréale. 15% qui n'a pas encore été touché. Et voilà, ça m'a fait du bien d'en parler. Si vous avez l'impression de ne pas vous faire entendre pendant les élections, visitez greenpeace.ca et demandez un moratoire de coupe en forêt boréale intacte. La francophonie. 900 millions de personnes. 75 pays et gouvernements sur les 5 continents. La francophonie. 225 millions de locuteurs. Plus de 780 établissements d'enseignement supérieur et de recherche. La francophonie. Puissance culturelle et économique. Un message d'Impératif français. Haute teneur en calcium, sans gras. Marie, que fais-tu? J'essaie de déchiffrer toutes ces étiquettes. Je veux simplement faire des choix santé. Aucun problème. Les amis? Repérez Visée Santé. Excellent. Faible en gras. Un choix sain. C'est qui? Ce sont les diététistes de la Fondation des maladies du cœur. Lorsque vous choisissez des aliments portant le symbole Visée Santé de la Fondation des maladies du cœur, c'est comme si vous faisiez l'épicerie avec ces diététistes qui évaluent chaque produit participant en s'inspirant du guide alimentaire canadien. Choisissez Visée Santé. Visitez visésanté.org. La francophonie. 900 millions de personnes. 75 pays et gouvernements sur les 5 continents. La francophonie. 225 millions de locuteurs. Plus de 780 établissements d'enseignement supérieur et de recherche. La francophonie. Puissance culturelle et économique. Un message d'Impératif français. Votre rendez-vous hebdomadaire de la semaine pour le point de vue international, national, d'un autre genre. Tous les mercredis 19h30 avec Richard Lehire et Alexandre Cormier-Denis. C'est Point de bascule. Ici François Saint-Louis. Du lundi au vendredi, à 21h, joignez-vous à moi pour le bulletin d'information de radioinfocité.com. Tout peut y passer. Sport, politique, sexe et pâté chinois. Le journal du soir est votre rendez-vous en fin de soirée sur radioinfocité.com. Merci, madame, et bonne fin de journée. Moi, je travaille en français. Dans mon diapanac, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'Impératif français. Hey, nous sommes de retour en ce mercredi, ce milieu de semaine, en fait. Milieu de semaine de travail. Je parle pas de ceux qui travaillent les fins de semaine, là, qui travaillent dans la restauration, le soir, les vendredis, samedis. C'est les vendredis, samedis et dimanche soir. Les soirées les plus... Jeudi même. Une soirée assez occupée dans la restauration. Donc, toujours avoir une pensée pour ces gens-là, parce que c'est pas... Cuisinier, surtout moi qui ai été cuisinier dans plein de restaurants. Je dis une chose, quand le restaurant se remplit de tout d'un coup, là, c'est pas le temps d'avoir des pauses, disons, syndicales. Je connais pas beaucoup de restaurants qui sont syndiqués. Enfin. On parlera de ça à un autre moment donné.
tout un mouvement là, de vouloir répartir les pourboires. On en reparlera. Saint-Jérôme, mesdames et messieurs. Saint-Jérôme! Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette belle ville de Saint-Jérôme, aujourd'hui? Eh bien, elle veut interdire la consommation de cannabis dans les lieux publics. Et tout ça au moment où le Québec se prépare à la législation de la marijuana. La ville de Saint-Jérôme, dans les Laurentides, souhaite interdire la consommation de cannabis dans les lieux publics. Et tout ça, l'Union des municipalités du Québec souhaite que le gouvernement québécois donne les coups des franches aux villes dans ce dossier. Il y a un dénommé Mohamed qui arpente les rues du centre-ville de Saint-Jérôme où il a commencé son parcours de toxicomane. Et je le cite, les premières fois que j'ai consommé, c'était du cannabis et ça m'a rapidement amené vers des substances plus fortes. Sobre, évidemment, depuis... bon, évidemment, ça c'est un petit mot de trop, là, mais sobre depuis quelques mois. Il accepte mal la législation du cannabis. Et il souhaite, à tout le moins, que sa consommation soit interdite dans les lieux publics. Il y a le maire, Stéphane Maher, qui est de Saint-Jérôme. De son côté, lui, il veut instaurer une interdiction étendue. Et il va, en tant que maire et ses conseillers et conseillères de Saint-Jérôme, et le temps que je suis là, pourquoi pas en saluer une d'elles, Sophie Saint-Gelais, qui a été élue conseillère à Saint-Jérôme. Je la salue, c'est cette chère Sophie. Bon, le maire, lui, M. Maher, décide veut recommander de ne pas fumer de cannabis dans les endroits publics à Saint-Jérôme. C'est ce qu'il a annoncé. Et le premier magistrat rappelle qu'on dispose de très peu d'informations sur les effets de la fumée secondaire du cannabis. Mais là, la fumée secondaire, là, dehors, c'est peut-être un peu plus secondaire que secondaire, mais il reste que si vous êtes tout seul dans un champ, pas trop grave. Mais vous êtes, admettons que vous êtes, je sais pas, dans un parc en train de regarder un match de baseball en plein été, de soccer, ou sur une terrasse, ou vous vous promenez sur la rue. Eh bien, je sais pas si c'est l'endroit approprié. En passant, je tiens à dire que la consommation d'alcool est interdite dans les rues des municipalités au Québec, je pense. En tout cas, à Montréal, c'est interdit. Tu ne peux pas te promener avec sur la rue avec un verre de vin ou une bière à la main. Ce qui fait que Stéphane Maher veut instaurer une interdiction étendue. Et évidemment, l'information qui est manquante sur les effets de la fumée, lui fait dire qu'autoriser immédiatement le cannabis dans l'espace public, c'est une erreur majeure, croit-il. Par exemple, il craint que ce qui pourrait arriver lors des festivals, est-ce qu'on va autoriser des dizaines de personnes à s'allumer des cigarettes de cannabis? Bon. Il sait, M. Maher, qui n'est pas encore rendu là, mais il reste une chose. Il nous rappelle que bien des citoyens sont déjà importunés par la fumée de cigarette. Et plusieurs citoyens ne voudront pas prendre une marche avec quelqu'un qui fume du cannabis juste à côté. Et ce qui fait que la ville de Saint-Jérôme va mettre un comité en place, et ce, dès janvier, pour consulter la population. Non seulement à propos des lieux de consommation, mais aussi en ce qui a trait à la production et à la vente de cannabis. Il y a le maire de Drummondville, Alexandre Cusson, qui nous dit que les villes sont très préoccupées. Et il y a des maires qui souhaiteraient pouvoir interdire la marijuana le plus possible. Et ils ne sont pas d'accord avec le fait qu'on puisse fumer du cannabis dans des endroits publics.
C'est ce qu'ajoute Alexandre Cusson, maire de Drummondville. D'autres villes voudront aussi, mesdames et messieurs, avoir une approche moins restrictive. Ce qui est bon pour cette île n'est pas nécessairement bon pour Gatineau. Mais il reste une chose, c'est qu'Alexandre Cusson souhaite que Québec donne les coups des franches aux villes dans ce dossier. Et, je le cite, c'est important de donner aux municipalités de pouvoir, de donner aux municipalités des pouvoirs pour qu'elles prennent leurs décisions. Il y a les règlements qui existent déjà sur la paix et l'ordre dans le domaine public. Et ça peut varier d'une ville à l'autre, par exemple, en ce qui concerne l'ébriété sur les trottoirs. Malgré tout ça, Stéphane Maher, maire de Saint-Jérôme, je vous le rappelle, souhaite que Québec applique les mêmes critères dans toutes les villes. Dans une ville, vous pouvez fumer dans un parc, tandis que dans une autre ville, ça sera juste sur les trottoirs. Tout ça va devenir ingérable. Surtout dans certaines municipalités comme, disons, Joliette, où il y a une autre municipalité juste à côté, Saint-Charles-Borromée. Mais sachez que ceux qui ne connaissent pas Joliette et Saint-Charles-Borromée, vous traversez la rue puis vous êtes dans l'autre ville. Vous vous en apercevez même pas. Et M. Maher affirme que sa volonté d'interdire la marijuana dans l'espace public n'est pas motivée par les poches de pauvreté qui existent à Saint-Jérôme. Et il ajoute que certains intervenants qui travaillent avec des toxicomanes appuient l'idée. Il y a Jean Robert de la Clinique Santé Amitié qui dit que cette décision serait relativement bonne. Et selon M. Robert, le vrai défi, c'est de faire la prévention. Il faut aller dans cette direction pour réduire les méfaits que la substance, la marijuana, en ce qui nous concerne, peut avoir. Et il n'y a pas de solution uniforme, on dit, sur le territoire Québec, parce que le gouvernement du Québec exclut d'imposer une solution dite mur à mur à propos de la consommation de cannabis sur le territoire des municipalités. Et Québec semble toutefois ouvert à l'idée de permettre aux villes qui le désirent d'adopter des règlements qui iraient plus loin que la future loi. Le cabinet de la ministre Lucie Charlebois, qui est responsable de ce dossier, nous a répondu, évidemment, par courriel, qu'il étudie la possibilité pour voir comment les municipalités qui souhaiteraient interdire l'usage sur la voie publique peuvent être soutenues, et parce qu'il y a aussi l'étude du projet de loi qui encadre le cannabis, et cette étude du projet de loi va reprendre sous peu à Québec. Et il y a les partis politiques, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qu'ils en pensent, les partis politiques? Le PQ veut interdire le cannabis partout où l'alcool et la cigarette le sont. Québec solidaire, eux, est ouvert à ce que les villes puissent agir pour encadrer la consommation sur la place publique si la protection de la santé publique le justifie. Mais QS estime qu'il faut éviter d'interdire le cannabis par la porte arrière par des règlements trop restrictifs. On sait que ceux qui militent à Québec solidaire, il y en a beaucoup qui en fument. C'est ce qui explique parfois certaines positions de QS. En termes bien québécois, c'est que je vous dirais que certains membres de Québec solidaire en fument du bon. Ça vient de moi, puis... Bon, la ville de Longueuil, quant à elle, n'a pas encore adopté d'orientation. Ils étudient la manière. La 728, matricule 728, aurait fait quoi si elle avait vu quelqu'un fumer un joint en pleine rue Saint-Denis à Montréal? Le gars, il attendait, il faisait chaud, puis il buvait une bière, puis il a foutu une volée.
Vous en souvenez? Matricule 728, je pense que c'est ça. Mais il y a un autre... Bon. Il y a un dilemme par rapport au cannabis pour... disons, pour un groupe qu'on n'a pas pensé. L'armée canadienne. Ils sont devant un dilemme, eux autres. Comment encadrer adéquatement la consommation des militaires en fonction? Et ce qui fait que c'est les hauts dirigeants de l'armée qui appréhendent déjà les conséquences. Les conséquences de la légalisation du pot. Et ils se demandent comment les gens seront en mesure de faire leur travail. C'est ce qu'a expliqué le lieutenant-général Chuck Lamar. Tout un beau nom français, ça. Ça, c'est très bien francisé, ça. Chuck Lamar. Il peut bien être dans l'armée canadienne, lui. Chuck Lamar. Pas faire de jeu de mots, là, mais... Comme Junior. Hey, Junior! Junior! Hey, Junior! Il appelle son enfant Junior. Quand il vieillit, tout le monde l'appelle Junior. C'est ça l'anglicisation, l'américanisation, etc. Donc, pour revenir à notre BAT, nous pensons aux gens qui doivent utiliser de l'équipement lourd ou ceux qui sont sollicités sur une base régulière pour des opérations comme technicien en recherche, sauveteur. Et si c'est légal, ben, est-ce que la consommation au milieu de travail va faire l'objet de débats? Ça implique tout ça, là, mesdames et messieurs. Là. En fait, si vous allez travailler et vous allez, disons, sur votre heure du dîner, manger à l'extérieur de votre travail, au restaurant, il n'y a rien qui vous empêche au restaurant, pendant votre repas, de vous commander une bière ou deux. Hein? Ou une bière, c'est pas illégal. Et là, t'en vas au restaurant, tu prends une bière ou deux, puis tu reviens dans l'après-midi, puis en t'en retournant au travail, ben, on s'allume un petit joint. C'est légal. Donc là, tu rentres travailler, tu prends un petit bonbon pour pas que ça sente trop, t'aies trop la laine de l'alcool et du cannabis. Et puis là, tu t'en vas travailler comme ça. Ben, tout ça, ça va faire l'objet de débats un peu partout au Québec. Et il y a des gens qui sont conscients qu'il est délicat. Il est délicat d'opposer les droits individuels aux enjeux de sécurité. Disons, ben, pour l'armée, c'est une sécurité nationale. Ben, en fait, aussi, tout ça peut opposer les droits individuels à la sécurité au travail, surtout dans un contexte où consommer, ben, tout ça devient de plus en plus normal. Et on sait que l'encadrement au Québec, l'encadrement de la consommation d'alcool et bientôt de la drogue dans les milieux de travail, tout ça est généralement laissé à la discrétion des employeurs, tout ça en tenant compte des lois de la sécurité santé et sécurité au travail. Mais il reste une chose, c'est que pour le lieutenant-général Chuck Lamar, il fait nul doute que l'armée, avec ses différentes unités terrestres, maritimes, aériennes, est loin d'être un environnement de travail ordinaire. Et c'est pourquoi il estime qu'il ne faut pas hésiter à considérer des mesures d'encadrement plus serrées pour les militaires. Et il y a une équipe d'experts en politique militaire qui regroupe des médecins, juristes, officiers, qui a été mandaté pour examiner les implications de la loi. Vous savez, on pensait que pour légaliser la Marie, ça se faisait de même, pas de problème, mais là, on voit que ça commence à
disons, a impliqué beaucoup de milieux de vie, que ce soit au travail ou dans les maisons privées. Et je vous rappelle que l'armée canadienne a déjà limité et même interdit la consommation d'alcool par ses militaires dans le passé, notamment lors de missions en Afghanistan. Et il y a des tests de dépistage qui sont aléatoires. Il y a quelques années, il y a des responsables qui avaient même mené des campagnes à l'interne pour allonger la liste de métiers concernés par ces tests. Et il reste une chose, c'est que comment est-ce qu'on peut gérer ça? Et on rappelle qu'il peut y avoir, évidemment, dans les tests aléatoires, il peut y avoir analyse d'urine, sang, mais dans le cas de la Marie, c'est pas toujours efficace parce que le cannabis peut être détecté chez les consommateurs réguliers durant plusieurs jours, voire des semaines après leur utilisation. Mais il reste une chose, c'est que c'est pas comme l'alcool, c'est pas nécessairement à l'instant même, là. Mais il reste que il y a des études qui vont être mises de l'avant et qui vont avoir des répercussions un peu partout. Dans les milieux de vie, dans les milieux de travail. Et je vais vous donner un exemple fort concret. C'est qu'il y a des propriétaires de logements qui veulent interdire la consommation de cannabis dans leur édifice. Et ils ont déjà commencé à envoyer des avis de renouvellement de bail dans lesquels une clause interdit de fumer du cannabis sur les lieux. Et selon l'Association des propriétaires du Québec, il y a une majorité de ses membres qui ont l'intention d'interdire la culture et la consommation du cannabis qui doit être légalisé en juillet prochain. C'est en fait le même principe que pour la cigarette. C'est de la fumée. Et il faut ajouter que l'Association des propriétaires du Québec affirme qu'une majorité de ses membres ont confié dans un sondage qu'ils s'attendaient à recevoir des plaintes de locataires concernant la fumée du cannabis et qu'ils allaient interdire la consommation de cette drogue dans leurs immeubles. Et il s'agit d'interdire la fumée de cannabis. On va faire quoi avec tout ça? C'est légal. Il y a beaucoup de propriétaires qui vont l'interdire. Un peu comme la cigarette, ça se voit régulièrement. Est-ce que vous fumez la cigarette? Sinon, on ne vous loue pas le logement. Évidemment, il y a d'autres modes de consommation dans les produits dérivés. Donc, l'idée n'est pas d'interdire la consommation en soi, mais c'est vraiment d'interdire la consommation qui a des conséquences. Les conséquences, c'est la fumée. Et cette interdiction soulève évidemment le mécontentement de certains locataires. Je ne sais pas si Québec solidaire vont prendre position là-dedans. Et parce qu'un logement, c'est quand même l'habitat de plusieurs ménages, souvent de locataires. Puis c'est tout ça, c'est l'immeuble. Hein? Et quand on paie un loyer, on entretient un endroit, il devient très délicat. Parce que la fumée du cannabis est beaucoup plus, disons, est beaucoup plus forte. Elle sent beaucoup plus forte que la fumée de cigarette. Et pour être plus précis, ça sent l'abeille puante souvent. Ça sent la moufette. Et il y en a qui précisent que si un propriétaire décide d'ajouter une clause au bail qui interdit de fumer du cannabis dans son immeuble, ben le locataire de son côté, lui, aura tout le loisir de la contester. Et on rappelle que l'entrée en vigueur de la législation du cannabis est prévue pour le 1er juillet. Il faut rappeler qu'il y a un Québécois sur 6 consomme du cannabis.
Et ce que j'ai appris, ce qu'on m'a raconté, c'est que pour le renouvellement des baux, qui va se faire là, dans les mois qui suivent, parce que les propriétaires ont jusqu'au 30 mars, 31 mars, je pense, pour envoyer leur avis aux locataires pour voir s'ils renouvellent ou non leur baux. Ben, on parle de rouvrir les baux. D'ouvrir les baux, ce qui se fait assez rarement. Et tout ça pourrait peut-être être accordé par la Régie du logement. Je ne sais pas trop, il faudrait que je vérifie. Mais on dit que les propriétaires pourraient rouvrir les baux. Ça ne se fait pas souvent, mais parce que on le fait déjà, interdire la cigarette dans les logements. Interdire les animaux aussi. Et si... Avant, il y avait des clauses. On pouvait marquer « pas d'animaux » sur le bail. Mais il fut un temps où même si les propriétaires marquaient ça sur le bail, on contestait à la Régie du logement et automatiquement, le locataire gagnait. C'était illégal d'interdire les animaux dans un logement. Aujourd'hui, on dit que si c'est marqué, c'est respecté. Donc, si c'est marqué « pas d'animaux », puis le locataire arrive et il veut rentrer un chat, un chien, peu importe, et que le propriétaire conteste devant la Régie du logement, j'ai entendu dire que on se fie sur ce qui est écrit sur le bail pour rendre la décision. S'il n'y a rien d'écrit, donc il y a un vide, là, je ne suis pas régisseur à la Régie du logement, mais il reste une chose, c'est que j'ai entendu parler qu'on laisserait aux propriétaires le fait de rouvrir les baux et d'obliger et l'obligation des locataires d'une nouvelle clause dans le bail qui interdirait aux locataires de fumer de la marie du cannabis dans le logement, est-ce qu'elle serait acceptée même si le bail a déjà été préalablement signé? Et cette clause serait probablement acceptée devant la Régie du logement. Je suis obligé d'être un peu d'accord. Si vous savez, évidemment, si vous avez un petit bungalow puis vous restez tout seul dedans, voilà, pas de problème. Mais si il y a d'autres personnes qui vivent dans le même immeuble que vous, puis vous vous mettez à fumer 3, 4, 5 joints par jour, je vous dirais que la fumée traverse les logements. Et je pense que ça va devenir une contestation devant quoi? Devant les tribunaux? Je sais pas. J'ai hâte d'entendre la version de Québec solidaire, qui, eux, vont probablement appuyer les locataires là-dedans. Mais ils sont si purs, eux autres, avec, je dirais, avec... parce que le plus haut taux de pourcentage de végétariens, ça doit être chez Québec solidaire. N'en déplaise à mon ami Alain Anctil, mais ça, c'est comme ça. Mais, donc, le plus haut taux chez les militants de consommateurs de cannabis, ça doit être aussi chez Québec solidaire. Donc, pourquoi? Faut pas trop froisser notre électorat. Donc, Québec solidaire va probablement être contre. J'ai hâte de voir. Mais les composteux, puis les végétariens, puis les ramasseux, toutes sortes d'affaires, là. J'ai hâte de voir. Mais il reste une chose, c'est que quand on fume du cannabis dans un appartement, ça sent un peu partout. Et ça, je pense qu'il va y avoir une contestation. Mais il reste une chose. Si l'achat de la marie, l'achat du cannabis devient légal, mais qu'on ne peut pas fumer dehors, dans les endroits publics, et on ne peut pas fumer chez soi, mais on va fumer où?
Et là, je pense que la ville de Saint-Jérôme a créé un débat. Débat fort intéressant qu'on ne s'attendait pas. Et je dis bravo à la ville de Saint-Jérôme pour avoir ramené le débat à ce niveau. On s'attendait pas à ça, mais c'est pas, là. En tout cas, ça part de Saint-Jérôme. Il doit y avoir en tout cas, là. Pas mettre personne en embarras, là, mais il y a des conseillers municipaux qui ont de l'influence, disons, à Saint-Jérôme. Conseillers, conseillères. Bon, on va passer à autre chose. Le Doc Mayou, maintenant. Le Doc Mayou, lundi, a pourfendu les détracteurs de Donald Trump et a émis, évidemment, son opinion au sujet d'une éventuelle candidature d'Oprah à la présidence des États-Unis. Il est en onde avec Catherine Gaudreau et Raphaël Pépin dans Que la Mauricie se lève au 106.9 FM. Disons que l'animateur de radio qui a déjà fait davantage de l'unité dans un studio. Mais ça, c'est pas grave. Et voici quelques déclarations marquantes. En tant que psychiatre, c'est gênant. Tous ces nobody qui hurlent à la maladie mentale chez Trump, c'est gênant. Comme psychiatre, je suis embarrassé. En plus de ça, le Parti démocrate qui s'en va solliciter un psychiatre pour qu'il passe ses impressions sur Trump en ne l'ayant jamais évalué, c'est épouvantable. Bon. Je pense que j'ai l'audio. Martin Joseph me l'a trouvé. Je vais vous faire entendre. 4-5 minutes. C'est intéressant. Vous allez voir. C'est toujours ça et ses couleurs, le docteur Mayou. J'aimerais bien ça de l'avoir en entrevue à un moment donné. On écoute ça. Je ne sais pas si ça fonctionne, mais... Qu'est-ce qui est gênant? On peut parler de Donald Trump, bien sûr, qui s'autodéclaré en tant que génie. psychiatre. Oui. Oh, écoute, en tant que psychiatre, c'est gênant. Qu'est-ce qui est gênant? C'est gênant en tant que psychiatre, tous ces nobody qui hurlent à la maladie mentale chez Trump, c'est gênant. Comme psychiatre, je suis embarrassé. Et en plus, il y a le Parti démocrate qui s'en va solliciter un psychiatre pour qu'il passe ses impressions sur Trump, ne l'ayant jamais évalué. C'est épouvantable, ça. Oui, bien ça, c'est fréquent, hein, de plus en plus. Mais dans la presse plus de ce matin, Dr. Mayou, il y a un excellent article quand l'état mental du président suscitait l'inquiétude et on retourne jusqu'à Ronald Reagan. On fait référence à Ronald Reagan. Il faut dire que ce n'était pas les mêmes raisons à l'époque parce que Ronald Reagan commençait à avoir des problèmes de mémoire, mais ça fait jaser, ça fait réagir. Mais Dr. Mayou, Donald Trump, qu'on l'aime ou pas, il ne cède pas en allant dire « moi, je suis un génie ». Qui s'auto-proclame génie dans la vie? Personne, sauf lui. Ben oui. Vous comprenez? Il n'est pas super habile. C'est assez rare. Pas beaucoup d'humilité. Là. Le type est peut-être plus intelligent qu'on ne le croit. Peut-être qu'on le sous-estime. Peut-être. Et j'ai l'impression qu'il est sous-estimé. Et à titre de psychiatre, j'ai encore strictement rien vu qui m'inquiète concernant son état mental. Non. Alors, je suis le seul à n'avoir encore rien décelé d'inquiétant. Et je suis psychiatre. Oui, mais... Mais tout le monde crie et hurle que c'est une espèce de détraqué. Vous avez ce matin... Écoutez, Fatima Ouda Pépin, l'année Trump, une année de trop. Mais es-tu tombé sur la tête? Je pense qu'elle s'est enfargée et elle a glissé sur la glace dans le temps des fêtes, Fatima. Mais pas la seule à penser. Avez-vous lu l'article? Oui, mais pas la seule à penser. L'hérésie du monde. Mais pour qui elle se prend? Ben, elle est représentative. Écoutez, regardez les résultats objectifs. Ouais. L'indice Dow Jones a battu un record en 2017. Vous en faites quoi de ça? Il y a du monde qui se sont emplis les poches copieusement grâce à Donald Trump. Et beaucoup de monde. Oui, mais ça, c'est... Il a reçu, en un an, plus de premiers ministres et de présidents de pays étrangers, je crois, que les 4 derniers présidents des États-Unis. Oui, mais ça, en bout de ligne, ça a donné quoi, concrètement? Qui les ait rencontrés? Oh, intéressant. Ça a donné quoi? Sur la scène internationale, est-ce qu'on a avancé?
Est-ce que d'en rencontrer plus, ça donne de meilleurs résultats? C'est ça ma question. Avez-vous remarqué Porky la Terreur? Un peu plus tranquille ces temps-ci? Oui, ils se sont amusés un peu à se lancer des injeux. Écoutez, pardon? Ils se sont amusés un peu les deux à se lancer des injeux. Là, mon bouton est plus gros que le tien. Oui, puis, plus bon, puissant. Plus Oui, puissant. oui, c'était vraiment bon, ça, cette séquence-là. Ah oui? Maintenant, oui. Et je crois que Donald Trump est capable le président des États-Unis est capable de comprendre que Porky la Terreur, en Corée du Nord, partage les 7/8 de sa frontière avec quel pays? Avec quel pays la Corée du Nord partage les 7/8 de sa frontière? Les États-Unis? Mais non, la frontière. La Chine. Avec la Chine, Ah, la Chine, oui, excusez. Oui. Ouais. Écoutez, les amis, la Corée du Nord, il y a 23 millions d'habitants. 2/3 du Canada. On a 33 millions, 36 au Canada. Ouais, je pense qu'on est rendu tout près de 36. 36, bon, mettons 36 millions. On va exagérer un peu. Il y a 36 millions au Canada. En Corée du Nord, il y a 2 ans, il y avait 23 millions. Mettons 25 millions à l'heure actuelle. Un peuple, un pays arriéré, communiste, de 25 millions, qui a le moyen de fabriquer des missiles intercontinentaux, porteurs pouvant porter une ogive nucléaire. Oui. Ça vous dit pas quelque chose? Impossible. Virtuellement impossible, à moins d'avoir un contingent de scientifiques chinois et une masse d'argent énorme pour développer ça. Donc, vous pensez que Kim Jong-un fait du bluff en disant qu'il y a des armes nucléaires, c'est ça? Non. Il est la marionnette de Xi Jinping, le président chinois. Ça, fort probablement, en effet. Bon, soyez sans crainte. Obama ne l'avait pas vu, Trump l'a vu. Ben, Obama ne l'avait pas vu. Et c'est pas sans raison qu'il a invité Xi Jinping à la Maison-Blanche. On n'entend pas toujours des propos comme ça, hein, partout. C'est pour ça que je tenais à vous le faire entendre. Parce que Doc Mayou, je fais longtemps que je l'écoute. Et est-ce qu'on va, disons, en parlant de Donald Trump, là, constamment le mettre en boîte comme ça jusqu'à la fin de son mandat, c'est clair que oui. Il a même pas été élu il y a 1 an, il était même pas élu. Je pense à la date où on se parle, ce soir, il n'y avait pas. En tout cas, il n'y avait pas, disons, je pense que c'est à peu près en milieu janvier, là. Il n'avait pas prêté serment encore, ou en tout cas, c'est ces jours-ci, ça fait 1 an à peu près. Déjà, on parle d'impeachment, de le destituer. Et on parlait, là, la guerre nucléaire va prendre avec Donald Trump. Jusqu'à maintenant, rien. Oh, il envoie des courriels, là, des tweets, là, puis il dit que son père est plus fort que le tien. J'ai une plus grosse bombe nucléaire que toi. C'était encore une fois de l'enfantillage, là. Je sais que Donald Trump est disons qu'il est cru, puis disons qu'il n'a pas toujours la bonne manière, la bonne façon de faire de la... En tout cas, bon, je suis qui pour juger, hein? J'embarquerai sûrement pas dans l'analyse que font nos médias, disons, on est habitué d'entendre, là, tant radio, télé, journaux, là, c'est tout, on les a vus, là, il y avait à peu près 200 médias là, tout confondus, américains, qui étaient contre Trump. Il a gagné quand même. Et je pense que sa victoire est due un peu à ça, à Donald Trump. Les gens, les petites gens, là, comme on dit, là, ont décidé, tiens, moi, je vais voter pour lui. Oui, il est mal dégrossi, puis tout ça, mais c'est pas grave. On va le mettre là, parce qu'on est tanné de voir toujours les mêmes au pouvoir.
Là, on a parlé, là, pas Trump, mais Obama était battu. Déjà, on parlait de sa femme, Michelle, pour se présenter aux prochaines élections contre Trump. Là, c'est Oprah, là. Oprah, là. C'est un autre qu'on pense qu'elle pourrait se présenter contre Trump. Mais il faut rappeler qu'il y a eu Papa Bush et Petit gars Bush. Il y a eu Clinton, là, il voulait présenter sa femme. Ben, il voulait, là. Sa femme voulait se présenter. Bon. Faisons pas de sexistes ici ce soir. Là, il y a eu Obama, il y a la femme d'Obama. Là, on voulait présenter sa femme. Pas lui, mais on voulait. Il y a eu Trudeau, son fils. Jean Charest. Pierre-Marc Johnson. Daniel Johnson. Et Daniel Johnson père. Les deux fils ont suivi les traces du père. Ils ont tous les deux été premiers ministres. Les trois n'ont pas été élus par le peuple, mais en fait, c'était un peu ça. Il y en a un qui était mieux que les autres, le père. Les deux fils, c'est lamentable. Et on voit que la fille de Pierre-Marc Johnson, elle aussi, veut suivre les traces de son père parce qu'elle s'est présentée au municipal avec Mélanie Joly il y a à peu près 4 ans. Et on regarde Brian Mulroney, sa fille veut se présenter députée aussi en Ontario. Probablement. C'est toujours les familles puis les familles qui veulent être au pouvoir. Tu sais, je dis pas que, ben, on voit ça dans le privé, là, dans l'industrie privée, qu'il y a des gens qui partent des entreprises et qui, une fois l'âge de la retraite arrivé, veulent laisser l'entreprise à leurs enfants, ce qui est tout à fait normal. Ah, mais j'entends souvent les gens dire, regardez, de Trump, là, il est là, c'est parce à cause de son père, puis l'autre à cause de son père, puis l'ado, c'est à cause de son père. Savez-vous qu'est-ce que je réponds, moi, à ces gens-là, mesdames et messieurs, quand on me dit, on m'arrive avec cet argument? C'est vrai qu'il suit les traces du père, puis le père a fait fortune en je sais pas quoi, là. Mais je connais plein de gens qui ont eu des héritages de leur père ou des... Parlez de Jean Coutu. Prenez Jean Coutu, c'était une maudite bon exemple. Jean Coutu a voulu transférer tout... le père, là, je parle de Jean Coutu, père, là, a voulu tout... Ben, je sais pas, son fils s'appelle pas Jean, mais en tout cas. Monsieur Coutu, parce que c'est un homme respectable, Jean Coutu, qui est rendu au-dessus de 90 ans aujourd'hui, qui vient de vendre, là. A voulu transférer sa compagnie à son fils il y a peut-être une quinzaine d'années. Il a repris les rênes quelques mois plus tard parce que son fils n'était pas prêt. Aujourd'hui, est-ce qu'il l'est? Peut-être, oui. Je sais pas, là, je connais pas. Mais ce que je réponds aux gens qui... aux enfants qui ont des legs, là, que ce soit des héritages, quand je dis héritage, des gros héritages, là, des dizaines, centaines de millions de dollars. Ben oui, c'est vrai, c'est plus facile pour eux, j'en conviens. Mais combien ont eu d'héritage de leurs parents puis ont tout perdu en l'espace d'1 an ou 2? Ce qui me fait dire que un gars comme Pierre-Carl Péladeau, le fils à Jean Coutu, tu sais, les grosses entreprises, Donald Trump, ben ils ont été capables non seulement de rentabiliser l'entreprise familiale, mais de la faire grossir. Et c'est tout à leur honneur. Écoutez, je suis obligé parce qu'il y en a beaucoup qui ont tout perdu. Et qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Rien. Ou pour ça, rien. Moi, je pense que les plus gros assistés sociaux de la planète, c'est pas des petits pauvres, là, qui vivent avec 7, 8, 9, 10 000 piastres par année. Pour moi, les plus gros BS de la planète, c'est la reine d'Angleterre puis les rois. Les petits rois puis les petites reines. En fait, c'est ça. Eux, on dit, ah ouais, ils se trouvent des causes. J'espère qu'ils se trouvent une cause ou deux. Là, ils se trouvent des animaux, des enfants. Avec tout l'argent qu'ils ont, c'est effrayant, l'argent qu'ils ont. Seulement qu'en bijoux, la reine d'Angleterre, seulement qu'en bijoux, je ne sais pas c'est quoi l'actif en bijoux, seulement que la reine d'Angleterre,
Mais c'est pas des millions de dollars là, en bijoux. Là. C'est des milliards de dollars. Je rappelle qu'un milliard, c'est 1000 millions. Elle a plus elle a des milliards, plus de plusieurs milliers de millions en bijoux. On parle pas d'actifs en immeubles. Là. Quand je dis en immeubles, c'est pas des triplex, puis des duplex, puis des simplex, là. C'est des châteaux, là, un peu partout au Royaume-Uni. Puis des maisons un peu partout dans le Commonwealth. Puis pas des petites maisons. Puis là, on compte pas que la petite reine, là, Jean, comment ça s'appelle? Michael Jean. Là, elle a un poste là, à la francophonie, là. Je sais pas où elle habite, peut-être à... Je sais pas, pas important. Quand son mandat va se terminer, la petite reine Michael Jean, la petite reine, là, ben là, une résidence à vie. Faut pas oublier ça. Là. Puis pas à Outremont. C'est ben trop pauvre, ça, Outremont. C'est Westmont. Ceux qui ont le goût de prendre une petite balade en l'été, là. Vous prenez le chemin Camigny-Hood, puis vous tenez votre gauche. Il y a un petit pont, là, vous passez en dessous, puis vous tenez votre droite tout de suite. Puis là, il y a une petite rue, là, un petit chemin, là, puis il y a un garage, là, je pense que c'est de la ville de Montréal, en bas du chemin, là, à gauche. Là. Vous le prenez, ce petit chemin-là. Puis là, vous tournez à droite, puis il y a une bonne côte à monter. Là. C'est assez imposant. Et là, mesdames et messieurs, vous arrivez dans un autre monde. Vraiment, là. Écoutez, j'ai connu ce chemin il y a à peu près 2-3 ans. J'ai 54 ans, donc j'ai connu ce chemin-là à l'âge de 51 ans. Moi qui pensais connaître Montréal. Ah! Là, je suis allé là, j'ai été avec un ami qui travaille pour des gens dans ses propriétés. Je vous dis pas quel corps de métier, ça n'a aucune importance. J'avais à aller au cimetière de la Côte-des-Neiges, voir le monument de mes parents parce que j'ai eu de la mortalité, puis il fallait aller vérifier quelque chose. Et lors de cette visite, l'ouvrier en question m'a dit « Je vais te faire prendre une petite balade d'automobile avec mon camion. » J'ai dit « Où tu veux m'amener? » Il dit « Je t'amène dans un autre monde. » J'ai dit « OK. » Il dit « C'est à 2 minutes d'ici. On sort du cimetière, puis on emprunte la voie, la première rue qui va arriver devant nous à droite, vers la droite. » Fait que là, il prend ce chemin-là, je me pensais en campagne. Eh bien, en haut de la petite côte, mesdames et messieurs, des maisons à 10, puis 12, puis 15, puis 20 millions de dollars. Tu sais, quand vous allez à Hollywood, là, puis sur des grandes maisons, disons, à Saint-Tropez, puis c'est un peu comme ça. Oui, on a ça à Montréal. Les gens disent Montréal, le Québec, c'est pauvre. Allez faire un tour sur Circle Road, Westmont. Puis allez seulement, là, peut-être, je vais y aller. Circle Road, là, Westmont, là, vous allez voir, là, images, là, vous allez voir des maisons qu'il y a là, c'est assez impressionnant. Bon, j'en avais seulement qu'une ou deux, là, que je vois, là. Ah oui, Summit Circle. Summit Circle. Juste la maison que je viens de voir, là, que je vois là, devant moi. Là. Je sais pas si Jean-Marc peut la montrer. C'est un peu ça. Il y en a d'autres. Là. Je vais en montrer une autre. Là, ici. Ah ouais, c'est ça. C'est des maisons du genre. 10, 15, 20, 25 millions. C'est quasiment, si tu as fini de gazon, il doit y avoir là, ici, là, 1, 2, 3, ça fait 6, 7, 8, 9, attendez, 1, 2, fait 12, plus 8 fait 20, je compte ça de même, là, vite, là, 20, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, attendez, vous savez pas tout ce que je compte, hein? 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Juste sur la façade d'une des maisons que je regarde en ce moment, il y a 49 fenêtres.
En passant, les amis, je vous prépare là, un maudit bon show ce vendredi, 20h30, sur les ondes de radio-infocité.com. Invité, bon, je les ai nommés tantôt, Marilyn Boucher. C'est Martin Joseph qui vous prépare ça. Là. Il met du temps et il met de l'énergie. Ça fait que, allez-y, là, allez-y, manquez pas ça. Vous allez voir que Martin, quand il part dans une direction... Alors là, il voit les photos là, sur Internet. Ça commence à apparaître. Jean-Marc qui commence à nous montrer ça. Donc, vendredi soir, manquez pas ça. Tout le monde me parle en compagnie de Martin-Joseph Lamontagne. Il y en a d'autres. Là, je regarde 49 fenêtres, puis là, j'ai pas fini de les compter. J'en oublie quelques-unes, certains. Ah oui, j'en ai oublié 49, 50, 51. Puis là, on cache là, avec le revêtement, le terrain. Là. Avec 50 fenêtres, 50, 55, 60 fenêtres seulement que sur la façade de la maison. Que je vois, là. Il y en a d'autres. Là. Et d'autres là, que je pourrais vous... Ça fait que vous allez là et vous allez voir que Montréal n'est pas si pauvre que ça. Bon, on va faire une pause, parce qu'après cette pause, il y a des taxes à Montréal qui vont augmenter. 3,3 en moyenne. Je vais vous parler de ça, puis les 10 dernières minutes, on ouvre les lignes. On fait la pause et on revient tout de suite après à votre journal du soir. On va regarder au show. Moi, je travaille en français. Merci, Martine. Au bureau, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'Impératif français. Avis de non-responsabilité. Les prévisions et opinions émises sur radio-infocité.com par les présentateurs, animateurs et auteurs reflètent celles de ces derniers et leur contenu n'est pas nécessairement endossé et ne doit pas être interprété comme étant les opinions de la direction de radio-infocité.com. Que vous visitiez la belle région du Lac-Saint-Jean pour le plaisir ou les affaires, le motel Roberval, situé près des rives du majestueux Lac-Saint-Jean, vous attend avec ses 54 chambres. Ils sont situés près de la véloroute des Bleuets, à 35 minutes du Zoo sauvage Saint-Félicien et à 10 minutes du village historique de Val-Jalbert. Vous offrant le confort et l'hospitalité de la région à son meilleur, le motel Roberval est tout simplement la clé de l'hospitalité génoise. Sur place, vous trouverez des chambres équipées d'un réfrigérateur et d'une salle de bain complète, d'une entrée indépendante et du service Internet gratuit, ainsi qu'une piscine extérieure. Le motel possède également un grand stationnement et un endroit sécuritaire pour vos vélos. Visitez leur site motel-roberval.com ou appelez-les sans frais 1-877-990-9903. Je répète, 1-877-990-9903 pour plus de détails ou pour faire une réservation. Bienvenue à tous au motel Roberval, a bien hâte de vous servir. Et on fait une pause tout de suite. Prenez un crayon, papier. La ligne va être ouverte dans 2-3 minutes. On vous donne les numéros de téléphone à l'instant. Pour rejoindre en studio, nous vous invitons à composer de la grande région de Québec 418-263-2440. Je répète, 418-263-2440. De la région de Montréal, vous pouvez composer le 514-360-7181. Je répète, 514-360-7181. À travers l'Amérique, le Québec ou même nos voisins, le Canada, vous pouvez nous rejoindre en composant le 1-855-424-4684. S'il vous plaît, si vous êtes dans la région de Montréal ou la région de Québec, utilisez vos numéros locaux. Si vous voulez laisser un commentaire par écrit, vous pouvez toujours écrire à studio@radio-infocité.com.
radioinfocité.com. Je répète, de la grande région de Québec, 418-263-2440. De la région de Montréal, 514-360-7181. Merci. Et, mesdames et messieurs, le compte de taxes à Montréal va grimper 3,3 % en moyenne. Tout ça, c'est du jamais vu depuis 2012, dans le premier budget déposé par l'administration de Valérie Plante. Hausse importante qui s'explique notamment par la décision de la Ville de Montréal d'augmenter pour la première fois depuis 2013 sa taxe d'eau de 1,1 %. Tout ça en raison d'une hausse des investissements dans les infrastructures. Et ce qui fait pour une résidence moyenne, en chiffre concret, là, de 427 000 $, tout ça va représenter une augmentation de 118 $. En comparaison à l'an dernier, l'avis d'imposition des Montréalais n'avait augmenté que de 1,7 % en moyenne. Et c'est dans les arrondissements de Rosemont-la-Petite-Patrie, de Villeray-Saint-Michel, Parc Extension, que la hausse va être la plus importante, soit respectivement de 5,6 et 5,4 %. Les habitants de Rosemont, à titre d'exemple, devront payer 210 $ de taxes de plus cette année. Et il faut rappeler que Projet Montréal, petit cousin de Québec solidaire, n'oubliez pas, avait promis en campagne de limiter la hausse de taxes sous l'inflation qui est de 2,1 %. Et la hausse va aussi, il ne faut pas l'oublier, faire mal aux commerçants puisque ces derniers vont subir une augmentation des taxes de 3 % alors qu'elle n'était que de 0,9 l'an dernier. Il faut rappeler que Projet Montréal avait pourtant critiqué l'an dernier par la voix du maire du plateau Mont-Royal, Luc Ferrandez, l'administration Coderre, disant que l'ex-maire avait échoué à donner un répit aux Montréalais. Vous allez voir, là, comment est-ce qu'on se tourne de bord quand on arrive au pouvoir, puis vient le temps d'expliquer des augmentations. À titre d'exemple, dans Huntsic, dans le quartier d'Huntsic, 131 $ d'augmentation. Anjou, 83. Côte-des-Neiges, Notre-Dame-Côte-des-Neiges, 213 $ d'augmentation. Hey, ça fait à peu près 20 $ par mois, un petit peu moins que 20 $ par mois. Vous allez me dire, ouais, ben, c'est des propriétaires. Les locataires vont dire, ben, c'est pas grave. Ouais, ben attention, là. C'est refilé aux locataires aussi en augmentation de salaire de loyer. Là. N'oubliez pas ça. Là. La Chine, 64 $. La Salle, 21 $. Plateau Mont-Royal, 3,2, 147 $, mesdames et messieurs. Sud-Ouest, 109. Et ça continue comme ça. 314 $ d'augmentation, 4,5 dans Outremont en 2018. 4,5, mesdames et messieurs. Évidemment, ça va avec l'évaluation de la maison, mais il reste... On va me dire, les propriétaires sont capables de payer ça. Quand je vous ai montré les grosses maisons, une grosse maison qui vaut 10 millions de dollars, là, vous imaginez-vous combien est-ce qu'ils payent de taxes, par contre, ces gens-là? Je sais pas, là, mais c'est pas 3 000 $ de taxes, puis 5 000 $ puis 10 000 $. C'est peut-être, disons, 25, 30, 35, puis 40 000 $ de taxes. Parce qu'on connaît le taux, là, dans Outremont, là, on n'a pas, parce que Ville-Mont-Royal, ben non, ça, c'est pas capable de faire partie de Montréal. Westmont non plus. Ils ont Hydro-Westmont à Westmont. Savez-vous ça? Hydro-Westmont. Oui. Il n'y a pas d'Hydro-Montréal à Montréal. Il n'y a pas d'Hydro-Joliette puis d'Hydro Trois-Rivières. C'est Hydro-Québec puis c'est tout. Mais à Westmont, il y a Hydro-Westmont. Oui.
J'ai vu ça. Je travaille pas loin, je travaille à Saint-Henri. J'ai vu passer les camions, c'est marqué Hydro-Westmont. Donc, la Ville de Montréal, 2 soirs là, d'affilée que j'ai des réprimandes à faire à l'administration Plante. Pas de drapeau du Québec quand Trudeau est venu. Hein, écoutez, là... aucun drapeau du Québec. Je trouve que c'est, disons... inacceptable. Moi, Valérie Plante, je vous le dis tout de suite, je vous l'ai dit hier, j'ai donné une chance, mais là, les chances commencent à s'amenuiser considérablement, voire nulles. Mais faut savoir que, disons que je suis pas naïf non plus, je sais que c'est la cousin ou les petites sœurs de Québec solidaire. Valérie Plante, c'est la sœur de Manon Massé, de Gabriel Nadeau-Dubois. C'est le même groupe de monde, là. C'est la même chose. Donc, on va assister. Puis là, j'entends aujourd'hui, c'est pour réparer une nid de poule. Wow! Un instant! On l'a déjà entendu, la cassette. Et moi, elle passe plus, cette cassette-là. Mais beau, une nid de poule, mais quand vous êtes en vélo ou... en transport à 2 roues, là, une en avant, une en arrière, que ce soit en vélo ou en moto, il devient très dangereux de circuler à Montréal. J'ai un petit scooter, moi, l'été, puis je vous le dis, là, je le prends même pas pour aller travailler. Je vais en transport en commun parce que j'ai trop peur. Je prends pas de chance. Je le prends la fin de semaine, quand il y a moins de voitures, puis moins de stress. Et ce n'est que, disons, mon scooter, moi, c'est pour le loisir. Je pensais jamais de m'acheter ça, mais bon, c'est fait, là, puis c'est pour le loisir. Rien de plus, rien de moins. Ceci étant, ça termine... l'édition du Journal du soir d'aujourd'hui, mais je voulais vous en parler une, je voulais vous en jaser une, juste avant de terminer. Les Américains, le Pentagone, je vous dis qu'ils vont pas avec le dos de la cuillère, eux, quand ils décident de prendre position. Eux, ils regardent pas s'ils font à gauche puis à droite, s'ils font plaisir à leurs voisins puis leurs voisines. Et je vous lis le titre tel qu'il est par l'agence France-Presse. Quand le Pentagone suggère d'achever des djihadistes à coups de pelle. C'est un des responsables du Pentagone qui a suggéré d'achever les djihadistes du mouvement d'État islamique à coups de pelle s'ils ne se rendaient pas aux forces de la coalition, provoquant mercredi une mini-tempête sur les réseaux sociaux. Rien de surprenant. Et je le cite, les combattants d'État islamique doivent comprendre qu'ils ont 2 options quand ils se trouvent face à nous. Se rendre ou mourir. S'ils se rendent, nous assurerons leur transfert en toute sécurité vers leurs cellules. Nous leur fournirons du ragoût, un lit. Et nous allons respecter les procédures, assure-t-il dans cet avertissement également publié sur Facebook dans une version plus longue, plus détaillée, disons. Cependant, s'ils choisissent de ne pas se rendre, nous les tuerons avec une grande violence, que ce soit avec l'assistance des forces de sécurité, en leur lançant des bombes, en leur tirant une balle dans le crâne ou en les frappant à mort avec nos outils de tranchée, prévient le conseiller du chef d'état-major, Joe Dunford. Et le message sur les réseaux sociaux sont illustrés d'une photo montrant un soldat portant une pelle articulée utilisée par des soldats américains pour creuser des tranchées pour mieux les protéger du feu ennemi. Bon.
Les réactions ne se sont pas fait attendre. Et alors que certains internautes s'indignaient, le militaire a aimablement répondu aux commentaires sur Facebook en publiant un graphique qui explique comment utiliser une pelle à des fins létales. Presque tous les soldats en portent, a-t-il ajouté. C'est une arme versatile et formidable. Je vous laisse là-dessus, mesdames et messieurs. Fort intéressant comme fin d'émission et on se donne rendez-vous demain soir, 21h30, à votre journal du soir sur Radio Infocité.com. Salut, bonne fin de journée. C'était le journal du soir sur radioinfocité.com avec François Saint-Louis. Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire info@radioinfocité.com. Qui arrivent en raquette, berlinguette, berlinguette, les autres arrivent